Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, nous partons au Bénin. Partis en famille avec leurs 3 enfants, Marine et Pierre nous racontent comment un appel inattendu les a conduits à tout quitter pour 2 ans de mission. Au cœur d'un village du diocèse de Porto Novo, ils ouvrent une ferme agroécologique avec des veuves de la paroisse, apprennent à vivre au rythme béninois et découvrent jour après jour que la mission est une véritable école de confiance et de lâcher-prise. Afongwandi. Afongwandi, ça veut dire bonjour. Et on répond Umfongwandi. Nous sommes Pierre et Marine. Nous sommes partis avec Fidesco en mission en 2016, de 2016 à 2018. Nous sommes partis avec nos 3 enfants, Héloïse, Félix et Alban. Ils avaient donc 9 ans, 6 ans et 2 ans au départ. On est partis au Bénin pour une mission dans le diocèse de Porto Novo, à Banigbe. Alors, on ne savait même pas où était le Bénin à l'origine, hein. Et on nous envoyait pour ouvrir une mission, une ferme agroécologique au sein de la paroisse. Et Marine, elle, avait plus une mission d'appui au niveau de la paroisse pour accompagner notamment les animations de la paroisse et puis toute la partie trésorerie avec le père curé. On est partis en mission parce qu'on a reçu un véritable appel. En fait, on a des très bons amis qui ont perdu une petite fille et on a essayé tant bien que mal de les accompagner jusqu'au décès de cette petite fille. Cette petite fille qui s'appelait Amandine était vraiment un messager de Dieu, nous a vraiment beaucoup marqué et on a été vraiment touchés par la grâce de Dieu au travers d'elle. Après son décès, on a cherché à s'engager. On cherchait à s'engager peut-être plus dans notre paroisse ou pour une association qui luttait contre la maladie d'Amandine. Mais on tâtonnait un petit peu et puis en fait, Fidesco s'est présenté à nous de manière assez naturelle. Ce qui nous a plu, c'était le fait de s'abandonner, de faire confiance et puis de ne pas avoir à choisir ni notre pays de mission, ni notre job en mission. Donc il y avait vraiment cette idée d'abandon et de mettre justement cet engagement sous le regard de Dieu. Et l'idée de partir 2 ans, pour nous, c'était vraiment important. C'était vraiment pouvoir se donner totalement et partir avec nos enfants parce qu'ils avaient vécu toute cette période et on voulait les emmener avec nous. Alors évidemment, autour de nous, tout le monde nous a posé plein de questions. On avait peur que les gens nous disent « mais vous allez partir, vous allez imposer des choix à vos enfants, ils vous ont rien demandé, ils sont heureux ». Et en fait, on s'est dit, mais dans la vie, on leur impose tout. On leur impose la couleur de leurs habits, on leur impose d'habiter dans la ville où ils sont, la religion qu'ils vont au début suivre. Et donc, on leur imposait finalement rien de plus que ce que l'on vit avec nos enfants. Et du coup, on s'est dit qu'on allait regarder ça pour nous. On allait vivre ce projet vraiment, oui, sous le regard de Dieu, mais surtout d'abord pas sous le regard des hommes. On allait vraiment vivre ce cheminement seul. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques semaines après avoir découvert que Fidesco nous permettait de partir en mission en famille, il y avait cette semaine justement découverte, enfin cette journée découverte qui nous a permis d'en connaître un peu plus. Et puis après, il y a eu cette semaine. Tout est rentré dans un engrenage finalement très naturel et dans lequel on se sentait porté, accompagné et où vraiment toute l'équipe Fidesco nous enlevait tous les doutes qu'on aurait pu avoir et nous confortait dans notre choix. Donc quand on est arrivé sur place, au Bénin, on a été accueillis royalement par l'évêque de Porto Novo. On a assisté à une messe célébrée par cet évêque dans un village en brousse. Donc c'était vraiment le village fêtait l'arrivée de l'évêque et était honoré de sa présence. Et donc on a eu une magnifique messe en plein air de 4 heures sous une chaleur et une humidité dont on n'avait pas l'habitude. Mais voilà, il y a eu toutes ces processions avec les offrandes, les chants, les danses. Voilà, ce sont des messes qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vues ou jamais, en France, ça se passe pas comme ça. Et puis ensuite, on a été accueillis dans notre village et dans notre maison. Donc, on a été accueillis par tous les paroissiens qu'on allait côtoyer tous les jours, par notre partenaire Fidesco, qui est un curé de l'Emmanuel. Donc là, grand tam-tam, danse, encore une fois. Et là, ensuite, on nous présente notre maison. Comme on avait ouvert la mission, en fait, c'était une mission qui venait d'être tapée et on était les premiers volontaires à y habiter. Maison toute mignonnette, très bien refaite avec un confort sommaire, mais
tout à fait correct. L'évêque a béni la maison et alors quand on bénit, une maison, au Bénin, c'est pas, 2-3 petites gouttes, c'est vraiment, des seaux d'eau, que l'évêque déverse sur la maison donc ça, c'est assez impressionnant et là, on nous a offert à chacun, donc à tous les 5, un vêtement, fait en pagne, en tissu local, qui était à peu près à nos tailles. Donc on s'est changés et on est ressortis de la maison où tout le monde nous a acclamés et tout le monde nous a refait la fête. Voilà, donc c'était un accueil incroyable, très, très touchant, très festif et on s'est dit que ces 2 années commençaient très bien. Moi, je me souviens quand on est arrivé de l'aéroport, il faisait déjà nuit puisqu'en fait, il fait nuit très tôt, hein, on est près de l'équateur. Du coup, on est parti en voiture, en convoi, dans la nuit et c'est vrai que c'est plus difficile de découvrir un pays quand il fait nuit, mais en tout cas, on découvrait la circulation et déjà on s'est dit, «Waouh, c'est un pays qui bouge». Les routes sont assez simples, assez, chaotiques et il y a pas de phares ou il y a des pleins phares et c'est vrai qu'on a découvert le pays que le lendemain, à la lumière du jour et en fait, c'était vraiment la découverte le lendemain, quoi. Donc moi, je partais pour un projet, monter une ferme, agricole au sein de la paroisse. Le but, c'était de faire travailler les, personnes nécessiteuses de la paroisse. On était à la limite du Nigeria. Du coup, la tentation de tous les paroissiens, c'était d'aller, se faire de l'argent facile au Nigeria, donc traverser la frontière. Le Naira étant plus fort, ils allaient, faire des petits jobs, ils rapportaient, souvent en contrebande, de l'essence, de l'alcool, et plein d'autres, denrées, voilà et nous, l'idée, c'était vraiment d'inscrire un métier, dans la durée et de former les gens à un métier qui était la terre puisque le Bénin n'a pas de ressources aujourd'hui, minières, n'a pas de voilà, la seule ressource de la du Bénin, en tout cas la plus importante, c'est l'agriculture et donc, bah, on a eu, tout un groupe, de veuves qui nous a été présenté, donc, des femmes, vraiment, très volontaires, très, motivées pour nous accompagner et bah, par contre, il a fallu, au début, bah, défricher toute une parcelle qui nous avait été donnée. Alors, on a de la chance, on avait une parcelle qui était clos de murs. Au début, on ne jugeait pas cette importance et on a compris qu'après, finalement, avoir des murs, c'était éviter, que les gens viennent, dans notre champ, c'est éviter que les poules et les chèvres viennent, piétiner et manger, nos cultures. Mais voilà, au début, on est arrivé, donc ce terrain était complètement, une énorme, forêt vierge. Donc il a fallu commencer à trouver de la force vive. Alors c'était peut-être pas, les veuves les premières forces vives, mais voilà, et puis trouver des outils et c'est là où on s'est aperçu que, bah, quand on discute avec le père Nestor, les volontaires, il y en avait plus beaucoup, mais si, il y avait les veuves, ça, elles étaient toujours là. Mais les vrais volontaires avec des gros bras étaient pas là et les outils, il y en avait pas. Il a fallu trouver des solutions et c'est là où je me suis retourné un peu vers Marine parce qu'elle avait une autre mission au niveau de la paroisse. Moi, ma mission, en fait, c'était, assurer un peu d'animation, au sein de la paroisse, comme la catéchèse ou, des jeux auprès des enfants, dans les moments où ils n'avaient pas école et puis récolter les quêtes des différentes, églises de la paroisse et voilà, donner un coup de main, en termes de comptabilité, à la paroisse et en fait, les semaines avançant, on constatait qu'on avait très peu de fonds pour le projet agricole et du coup, je me suis focalisée sur le projet agricole pour trouver les fonds, pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir indemniser les personnes, qui venaient travailler, au champ pour les encourager et puis leur donner, voilà, de quoi vivre. Ma mission s'est un peu transformée entre la mission qu'on m'avait confiée sur le papier et la mission, finalement que j'ai effectuée sur place. Elle s'est petit à petit façonnée en fonction des besoins, sur place et donc ça, faut bien en avoir conscience. Faut se dire qu'on est là pour être, présent là où on a besoin de nous. Moi, je sentais que, voilà, la demande au sein de la paroisse était pas à 100 donc j'avais du temps à consacrer à autre chose. Le projet agricole ayant besoin de se développer, je me suis, du coup, consacrée, plus de temps dans ce projet. Donc avec Pierre, on a finalement, travaillé ensemble, sur les 2 ans quasiment. Moi, avant de partir, c'est vrai que partir faire de l'agriculture alors moi j'étais, responsable marketing, dans l'agroalimentaire, donc loin de la terre, même si j'avais eu un parcours avec une école où, potentiellement j'étais formé un peu au monde agricole. Il a fallu que je me constitue un peu un bagage et donc j'avais un petit peu peur de pas être à la hauteur et donc j'ai rencontré pas mal de gens avant de partir et j'ai essayé de me constituer un petit bagage de formation. Alors j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a parlé de la permaculture. C'est vrai que la permaculture aujourd'hui, c'est une technique sur une petite surface qui permet d'avoir des très bons rendements, sans appauvrir le sol. Donc je trouvais ça très intéressant. Je me suis beaucoup documenté dessus. Il y a beaucoup d'expériences en Afrique qui ont été réalisées, donc c'était assez facile de pouvoir, trouver, de la documentation.
Donc sur place, j'essaie de ressortir un petit peu toutes ces connaissances. Alors évidemment, c'est compliqué. Je me retrouvais devant mon champ. Au fur et à mesure, on a déblayé et puis j'avais une page blanche. Heureusement, le curé m'avait trouvé, 2 ingénieurs agronomes. Alors, 2 gars, qui sortaient d'école avec plein d'expérience quand même à côté, de ce qu'ils me disaient et puis, ça a été compliqué au bout d'un moment parce qu'on s'est aperçu que, être ingénieur agronome là-bas, en tout cas ceux que j'avais en face de moi, c'était plus des bureaucrates que des hommes qui avaient envie de travailler le sol. Ils voulaient pas mettre trop les mains dans la terre, quoi. Et puis quand ils ont vu que, je mettais les mains, que je prenais la houe parce que là-bas on travaille avec les outils locaux, hein. La houe c'est, une espèce de bêche, qu'on utilise, pour retourner la terre. Alors c'est très physique, il faut se baisser, on se plie le dos en 2, et puis, voilà, j'ai commencé à travailler, voilà, des planches, donc des petites parcelles de terre qu'on retournait et quand ils ont vu ça, ça leur a un peu fait peur et il y en a même que ça a découragé, ils sont partis parce qu'ils ont eu très peur de devoir travailler la terre et pour eux, c'était ingrat et les seules qui me suivaient, c'était les veuves. Elles étaient en admiration, vraiment, dévouées pour, nous accompagner dans ce projet. Donc finalement, avec Pierre, on s'est retrouvés à travailler ensemble, ce qui était tout nouveau pour nous et en fait, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de difficultés à traverser, ni dans le travail, ni dans notre couple, par rapport à cela et c'est vrai que voilà, on s'était bien départagé, les tâches. Moi, je m'occupais de la partie recrutement parce que du coup, il fallait recruter du personnel pour le champ et puis Pierre était plus axé sur la formation parce qu'on était aussi devenu centre de formation, pour la sous-région, et donc il fallait, établir un vrai programme et puis il a fallu, du coup avec les fonds que j'avais récoltés, commencer en tout cas la construction de ce champ et l'organisation de ce champ avec l'achat de matériel, la construction d'un château d'eau et tout ce qui était nécessaire, pour, assurer, la croissance, des plantations. Et alors quand Marine vous parle d'un château d'eau, vous vous dites: «Bon, c'est génial, hein, c'est simple». En fait, rien n'est simple. Il vaut mieux d'ailleurs, moi je dis, ne pas avoir d'expérience dans le domaine qu'on va faire, en mission. Alors, c'est un bien grand mot, hein, mais en vrai, si on a trop d'expérience, on va être dérouté parce qu'on ne retrouve pas du tout les mêmes repères qu'en France ou en Europe. Du coup, il faut enlever ses lunettes d'occidentaux, il faut enlever toutes ces attentes parce que, on va devoir construire quelque chose de vraiment différent. Donc pour un château d'eau, il faut 5 corps de métier différents. Alors vous avez, le foreur qui va vous faire le trou, enfin là, c'est à la main. Vous avez ensuite le ferrailleur qui va préparer toute l'ossature du château d'eau. Vous avez le soudeur qui va relier tout ça. Vous avez le maçon qui va faire prendre, tant bien que mal, ce château d'eau et enfin, vous avez le plombier qui va vous poser toute la partie, pour l'irrigation et tout ça, c'est des semaines, voire plus pour, un résultat, qui parfois est un château d'eau de Pise, hein. C'est pas très académique, mais c'était indispensable pour nous, pour pouvoir cultiver. L'eau, c'est la, denrée la plus importante. Alors on n'en manque pas, elle est pas loin au fond, mais il faut vraiment, voilà, il faut pouvoir s'offrir un château d'eau. Et c'est vrai que du coup, moi, j'assurais la comptabilité, de la ferme agricole et du coup, tous ces corps de métier, c'était assez compliqué à gérer dans le sens où certains ne savaient pas écrire. Donc pour obtenir des devis, des factures, c'était bien de se toper dans la main, mais à un moment, il fallait une trace écrite et donc certains, me faisaient payer leurs devis parce qu'ils devaient donner 1 000 francs à l'écrivain public du village pour qu'il puisse, me délivrer une facture ou un papier, en tout cas officiel, que je puisse, voilà, rentrer dans ma comptabilité. Donc voilà, c'est des petites choses qui, au quotidien, en fait, prennent un temps fou, mais on n'a pas d'autre choix que de s'adapter et d'aider tant bien que mal. Donc j'en ai aidé certains à même écrire leurs bons sur leur carnet, vierge, mais voilà, ça pouvait être, épique, par moment. Et alors, nous, on a toujours envie d'aller vite parce qu'on reste malgré tout occidental dans l'âme et du coup, on a envie d'avancer. On se dit: «2 ans, ça va être court, j'ai envie de résultats». Alors, il faut pas oublier qu'on n'est pas là-bas pour faire, mais pour être autour et parmi, nos frères, mais c'est très dur. La nature revient au galop et lorsque, vous avez un rendez-vous avec un entrepreneur qui doit venir, vous lui avez dit 14 heures, mais 14 heures, il est pas là. Alors vous patientez, hein, alors vous patientez et puis en fait vous l'appelez au bout d'un moment et puis il vous dit: «Mais je viens déjà». Quand il vous dit: «Je viens déjà», en fait il est encore chez lui. Il est pas encore parti, quoi et c'est vrai que quand vous avez compris ça, au bout d'un moment, vous êtes obligé de vous remettre un peu, dans le contexte et puis patienter et là vous vous dites: «En fait voilà, ouais, en effet, il faut que je laisse le temps faire et puis, la mission va quand même être grande et va porter du fruit». D'ailleurs elle en a porté, mais c'est déroutant et au bout d'un moment, on avait, carrément oublié de donner un rendez-vous fixe parce qu'en fait, ça servait à rien et surtout quand il arrivait et que tu disais, en fait, «Nous, on a le temps et le blanc a la montre». Là, tu te disais: «En fait, il a raison. Je pense qu'en fait, on est trop sur notre montre, quoi» et finalement, là, on est vraiment dans le lâcher prise, grandeur nature.
Et du coup, les enfants dans tout ça, voilà, il a fallu qu'ils s'adaptent aussi. Et donc c'est vrai que nous, dans notre mission, les enfants finalement ont été une autre mission dans la mission, dans le sens où il fallait qu'on s'occupe d'eux, qu'on voilà, fasse en sorte qu'ils se sentent bien dans cette nouvelle maison, dans ce nouveau village, dans ce nouveau pays, et avec une culture complètement différente. Ils ont aussi du coup intégré une nouvelle école. Et on remercie notre partenaire encore maintenant parce que en fait, il a choisi une école béninoise privée qui était vraiment très bien en termes de niveau et de pédagogie. Nos enfants ne pouvaient pas être scolarisés dans l'école du village parce que c'était une éducation en langue locale. Donc voilà, trop compliqué. On a eu une école d'un juste milieu. Alors c'est vrai que la pédagogie n'est pas forcément très épanouissante dans le sens où c'est beaucoup d'apprentissage par cœur, mais il y a vraiment le côté citoyen, c'est-à-dire le respect de l'autorité, donc le respect de l'enseignant, la montée des couleurs tous les lundis matins, c'est-à-dire le lever du drapeau, en chantant l'hymne national du Bénin, que mes enfants connaissaient par cœur en langue locale, et ils le connaissent, de temps en temps, ils nous le ressortent encore, 8 ans plus tard quand même, donc c'est quand même bien ancré dans leur mémoire. Tout cet aspect patriote et citoyen qu'on ne retrouve malheureusement plus beaucoup en France était très marqué au Bénin. Et ça, je pense que c'est une force qu'ils ont aujourd'hui et voilà, qu'on essaye de perdurer à la maison. Donc les enfants se sont quand même bien adaptés. Alors on est parti avec notre fille aînée qui avait 9 ans, donc il y a un âge quand même où c'est elle qui a été la plus déracinée de sa petite vie tranquille française. Donc c'est elle qui a eu le plus de mal finalement à s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais voilà, petit à petit, on a fait un petit travail avec elle pour qu'elle puisse s'épanouir. Mais c'est vrai qu'elle a eu du mal, par exemple, à créer des relations avec les autres enfants du village, puisque une enfant à 9 ans béninoise ne joue pas. En fait, elle travaille. Elle travaille à la maison, elle fait la lessive, elle ramasse du bois pour le feu, elle fait la cuisine. Un petit garçon, il va aller aider ses parents à travailler au champ. Enfin voilà, le jeu existe très très peu. Elle a eu du mal en fait à se créer des amitiés. Mais bon, elle a trouvé d'autres petites parades. Elle a fabriqué des bougeoirs avec la terre là-bas, la latérite qui est très collante. Et voilà, elle les donnait aux paroissiens. Elle s'est aussi mise à lire beaucoup, à coudre aussi. Ils avaient des cours de couture à l'école, ça lui plaisait beaucoup. Donc elle s'est trouvé des occupations qui étaient malheureusement pas très sociales. Mais voilà, finalement, ça s'est très bien passé. Et les garçons qui étaient plus jeunes, eux, pour le coup, ils avaient comme terrain de chasse cette ferme agroécologique. Donc ils étaient beaucoup à nous aider au champ ou à jouer avec un bout de bâton. C'était assez facile et eux ont été très vite épanouis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc 8 ans après, notre fille a passé son bac l'année dernière et ces 2 sujets d'oraux étaient reliés à son expérience africaine, dans le sens où voilà, son sujet d'économie, c'était sur le franc CFA et son sujet d'HGGSP, c'était sur la restitution des œuvres d'art du Quai Branly au Bénin. Donc voilà, on sent que cette page béninoise l'a marquée et elle en a tiré en fait énormément de profit. Elle se rend compte aujourd'hui que c'est vraiment une chance d'avoir vécu cette expérience par rapport à ses autres amis qui n'ont pas eu cette ouverture. Et d'ailleurs, Héloïse a inscrit dans ses projets de vie de partir elle aussi en mission. Donc on se dit que finalement, on n'a pas du tout porté préjudice à nos enfants de les avoir emmenés en mission avec nous. Aujourd'hui, ils en sortent renforcés et même avec ce désir brûlant en eux de repartir. Un jour, en fait, je me suis mise au bout de quelques mois de mission, peut-être 6 mois, je me suis mise à faire le tri dans mes photos. Ah, c'est vrai qu'on prenait beaucoup de photos avec nos téléphones parce que c'était une découverte tous les jours. Et en faisant le tri de ces photos, en les regardant une par une, je me suis dit: «Waouh, c'est canon ce qu'on vit ici. C'est canon ce qu'on est en train de vivre en mission». Et je me suis dit: «Mais c'est bizarre parce qu'au moment où je prends la photo, je me dis pas ça, je me dis pas: "Waouh, c'est canon"». Alors je me dis: «Mais pourquoi je me dis pas ça? Parce que quoi? Il fait 38 degrés, parce qu'il y a un taux d'humidité de 80%, donc j'ai l'impression d'être sale constamment, parce qu'on a beau parler la même langue, le français, et en fait, le gars en face de moi, je comprends pas ce qu'il dit, il comprend pas ce que je dis». Enfin voilà, donc il y a quand même une barrière de la langue, malgré le fait que ce soit la même, parce qu'il y a des parasites autour, il y a les coupures d'électricité, les coupures d'eau, il y a tous ces petites choses du quotidien qui nous polluent un petit peu, finalement, dans notre confort et qui viennent interrompre un petit peu notre travail quotidien, etc. Et je me suis dit: «Attends, je me pose 2 minutes, j'ai pas envie de revenir
dans 2 ans et de me dire: «Bah, la mission, c'était top en regardant mes photos, mais finalement, je suis passée à côté au moment présent». Je dis: «C'est trop dommage, je suis en train de voilà, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose». On en a parlé tous les 2 avec Pierre, on s'est aussi confiés, à un prêtre parce que moi, je sentais que, voilà, il fallait que je creuse un petit peu davantage et voilà, en parlant, j'ai compris qu'il fallait vivre différemment, fallait être et pas forcément faire, qu'il fallait prendre le temps, qu'il fallait enfin voilà, de juste raisonner autrement et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit: «Bah, en fait, voilà, il faut vivre l'instant présent, profiter de chaque moment et même s'il y a des parasites et des choses qu'on n'apprécie pas, elles font partie du quotidien donc au fur et à mesure, on a vécu avec, donc on l'acceptait mais voilà, faut être dans l'abandon. Je pense que c'est important de le souligner et c'est pas faute de nous l'avoir dit, lors de nos préparations avec Fidesco. Et alors, on était très bien dans notre petite maison. D'ailleurs, on a tout aménagé, un petit peu le jardin parce que, voilà, on voulait quand même avoir un petit peu de verdure. D'ailleurs, le curé n'a pas compris pourquoi on faisait pousser de l'herbe. Tout le monde nous disait: «Mais en fait, il faut sarcler, il faut sarcler». Donc sarcler, c'est enlever l'herbe. Nous, on voulait avoir de l'herbe pour pas que les enfants salissent la maison et mais il nous disait: «Non, l'herbe fait venir les serpents». Donc voilà, nous, on a lutté pour avoir cette herbe. Puis, dans notre maison, on était bien au calme. Les voisins n'étaient pas très bruyants. On était à côté d'un cimetière. Ça, c'était super. Par contre, on s'est aperçu assez rapidement que le curé avait installé un haut-parleur qui donnait exactement sur le cimetière et qui, tous les matins, à 6 heures du matin, nous envoyait sur un gros haut-parleur, quand même, le chapelet. C'était l'appel à la prière version brousse pour que les fidèles viennent à la messe qui commençait après. Et on a compris aussi qu'au bout d'un moment, en fait, c'était pour faire concurrence à la mini-mosquée qu'il y avait dans la brousse, qui elle aussi crachait du son. Et parfois, on avait des ondes qui arrivaient à la fois d'un côté catholique, de l'autre côté musulmane, et nous, on était pris en sandwich là-dedans. Donc, c'était assez drôle et parfois même, on avait besoin de sortir en brousse pour se changer les idées parce que c'était trop bruyant. Et en même temps, au Bénin, faire la fête, ça se dit d'une façon, il faut faire le boucan. Et plus on fait le boucan, plus on fait la fête. Merci Marine et Pierre pour ce témoignage qui nous rappelle que la mission n'est pas d'abord une question de projet ou de résultat, mais une invitation à se laisser déplacer et transformer. Au Bénin, ils ont appris à ralentir, à accueillir l'imprévu et à découvrir la richesse des rencontres. Et 8 ans plus tard, cette aventure continue de porter du fruit dans leur famille. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous aussi vous sentez l'âme d'un volontaire, venez faire un tour sur notre site internet fidesco.fr/partir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission et cette fois-ci, direction les Philippines. À bientôt!